Ça peut être un exercice assez complexe de traduire effectivement de l'anglais au français, mais bon, c'est assez rigolo ensuite, lorsqu'on comprend en réalité l'idée qui gisait déjà dans la phrase. Donc on va voir effectivement la notion d'ownership, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, voire plusieurs, et je vais essayer de faire de la traduction en live de ce qui est écrit dans la documentation en français. Donc ownership, qui veut dire propriété en anglais, représente un ensemble de règles qui gouvernent euh, la façon dont un programme Rust gère la mémoire. Donc, c'est assez facile de lier en fait ownership. Alors, on va effectivement écrire ça. Ownership est lié, is related to memory management. Ensuite, tous les programmes doivent gérer d'une façon ou la façon en fait dont ils utilisent effectivement ou avec laquelle ils utilisent la mémoire de l'ordinateur effectivement tandis qu'ils sont exécutés. Donc certains langages ont en fait une collection garbage collection, une collection d'ordures on va dire, qui régulièrement recherche effectivement la mémoire qui n'est plus utilisée tandis que le programme est en cours d'exécution. Donc garbage collection, peut-être que ce ne sera pas effectivement le cas ici avec Rust. Donc je pense que ça ne va pas être le cas du tout. Dans d'autres langages, le programmeur doit explicitement allouer et libérer de la mémoire. Donc on comprendra non plus que ce ne sera pas le cas de Rust, hein. Ensuite, Rust utilise donc une troisième approche, c'est que la mémoire est gérée à travers un système de propriétés avec un ensemble de règles que le compilateur vérifie. Donc, that the compiler checks, comme c'est écrit dans la documentation. Si une de ces règles est ou n'est pas respectée et violée, le programme ne va pas compiler. Et aucune de ces caractéristiques de la propriété ne va ralentir finalement votre programme durant son exécution. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Parce que la propriété est un nouveau concept pour beaucoup de programmeurs, il faut effectivement un certain temps pour s'y habituer, mais la bonne nouvelle, c'est que en devenant de plus en plus expérimenté, avec Rust et les règles de la propriété, ou en tout cas le système de règles de la propriété, plus donc vous serez expérimenté avec tout ça, plus simple, d'une certaine manière, vous allez considérer l'ensemble du développement avec Rust. Donc voilà. Et vous allez pouvoir effectivement développer de manière sécurisée, pardon, de manière sûre et efficace. Donc c'est parti. Euh, Quand vous aurez compris effectivement la propriété, vous aurez des fondements ou des bases solides dans la compréhension des caractéristiques qui rendent pardon, effectivement Rust unique. Et justement, ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va apprendre effectivement à manier la propriété en travaillant avec quelques petits exemples qui effectivement se concentrent sur une structure de données assez commune, les chaînes de caractères. Donc, je pense que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente du stack et du heap, mais on va effectivement en reparler ici. Donc, c'est encore de la traduction en mot à mot. Alors, beaucoup de langages de programmation qui ne vont pas, d'une certaine manière, attendre de vous que vous pensiez en termes de stack et de heap de manière régulière, fréquente. Mais dans un système effectivement de, de programmation avec un langage comme Rust, savoir si une valeur est sur le stack ou sur le heap va avoir un effet effectivement sur comment le langage se comporte et pourquoi on va devoir effectivement prendre certaines décisions.
Euh, Certaines, effectivement, parties de la propriété vont être décrites, effectivement, dans une relation avec la stack, donc la pile, et the heap, donc on va définir ça comme une pile non ordonnée, euh, voilà, au cours, effectivement, des explications qui vont suivre. Mais ici, on va se focaliser, en tout cas maintenant, on va se focaliser sur une petite explication, une vraie petite explication. Alors, à la fois, the stack et the heap sont finalement une façon euh, ou une partie de la mémoire qui peut effectivement être disponible pour votre code durant son exécution. Mais en réalité, la stack et la heap ont des structures, plutôt des structurations différentes. La stack va garder ou conserver des valeurs dans le même ordre qu'il les obtient et va les enlever effectivement dans l'ordre opposé. C'est-à-dire que finalement, c'est la dernière valeur, donc last in, first out. L-I-F-O. LIFO. Last in, first out. Il faut penser un peu la stack comme en fait, a stack of plates, donc un ensemble d'assiettes, hein. Vous empilez les assiettes les unes sur les autres, et la dernière assiette que vous avez posée sur la pile, va être enlevée de la pile. Ensuite, donc évidemment, vous devez comprendre avec l'exemple que je vous ai donné que si vous enlevez une assiette en plein milieu, ça va être un peu plus compliqué que d'enlever la dernière que vous avez posée. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc on appelle effectivement ajouter une donnée pushing onto the stack. Pushing onto the stack, donc mettre sur la stack. Et enlever une donnée, ça s'appelle popping off the stack. Donc enlever de la pile. Donc nous, on va utiliser push on et pop off. Donc toute donnée qui est d'une certaine manière gardée, conservée sur la pile, doit avoir effectivement une taille connue et surtout une taille fixe, pardon. Euh, une donnée qui n'a pas effectivement une taille connue, au moment effectivement de la compilation, ou une taille effectivement qui peut changer, doit effectivement plutôt être conservée sur ce qu'on appelle the heap. Donc moi je vais traduire par une pile non ordonnée. Donc la pile non ordonnée, donc the heap, est moins donc organisée, ça par définition, puisque j'ai dit non ordonnée, on sentait bien que c'était moins organisé, que effectivement et quand en réalité vous mettez une donnée sur cette pile non ordonnée, vous faites une requête, ou en tout cas vous demandez un un certain espace. Et l'allocateur de mémoire va trouver effectivement un endroit vide dans la pile qui est suffisamment grand, le marquer comme étant utilisé et retourner effectivement un pointeur qui est en réalité l'adresse de cette location, de cet endroit, de ce spot. Ce procédé est appelé allouer effectivement sur la pile non ordonnée, donc allocating on the heap, et sont souvent sujets à cette abréviation qui est l'allocation. Donc, allocation, ça va être surtout lié à the heap, on comprend bien. Pushing values onto the stack is not considered allocating. Donc, quand on va parler de push on to the stack, il ne faudra pas penser à l'allocation. Parce que le pointeur, effectivement, qui pointe sur la pile est connu avec une taille fixe, on peut effectivement mettre effectivement ce pointeur dans la stack. C'est-à-dire qu'on peut stocker le pointeur qui effectivement pointe vers un endroit pour une donnée dont on ne connaît pas finalement la taille au départ et dont la taille effectivement peut changer. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre la stack et la heap, un pointeur qui est généré lors du processus d'allocation,
peut effectivement être stocké dans la stack, lui, parce que tout est effectivement connu sur ce pointeur. Donc ça, c'était déjà une notion assez importante. Donc pour l'instant, c'est que du blabla que je vous raconte, mais au moins vous comprenez peut-être un peu mieux les choses. Alors, pushing to the stack, en réalité, étant donné que le stack c'est une pile ordonnée, donc quand on met sur cette pile ordonnée, c'est beaucoup plus rapide qu'une allocation. Donc, allocating on the heap, parce que l'allocateur n'a jamais finalement à chercher une place où mettre cette nouvelle donnée, puisque ce sera toujours au-dessus des assiettes, hein. Vous pensez aux assiettes, un stack of plates. Donc, quand il s'agira de la stack. De manière comparable, ou plutôt en comparaison de ça, l'allocation ou allouer de l'espace on the heap, ça nécessite effectivement plus de travail. Et parce que l'allocateur doit trouver au préalable une place suffisante pour effectivement contenir la donnée, puis effectivement faire ou opérer une sorte de, de bookkeeping, c'est-à-dire qu'elle va conserver cette information en quelque part pour effectivement préparer la prochaine allocation. Donc en fait, elle tient une sorte de registre. Donc c'est ça, bookkeeping, registre. Elle va mettre cette information sur une sorte de registre. Donc accéder à une donnée qui est effectivement dans cette pile non ordonnée va être en réalité beaucoup plus lent que accéder à une donnée qui est sur la pile ordonnée, donc sur la stack, parce que vous devez finalement suivre un pointeur pour y arriver. Euh, les processeurs contemporains sont très rapides, sont plus rapides si finalement ils peuvent d'une certaine façon euh, si ils ont à parcourir finalement moins de mémoire. Donc en réalité, la stack, c'est mieux. Donc, continuing that analogy, pour continuer avec cette analogie, on va considérer un serveur dans un restaurant qui prend des commandes d'un certain nombre de tables. Ce sera beaucoup plus efficace d'obtenir les commandes qui se trouvent toutes sur la même table avant d'aller à la table suivante. Donc, prendre une commande de la table A, puis une commande sur la table B, et enfin une commande sur la table A à nouveau, et ensuite une commande sur la table B, sera en fait un procédé beaucoup plus lent. Et, et pour effectivement revenir sur ces histoires de processeurs, un processeur peut faire ce travail mieux, effectivement, si il travaille avec des données qui sont proches en réalité les unes des autres. Donc c'est le cas des données qui sont sur une stack, puisque on prend une donnée, ensuite on prend la donnée qui est en dessous dans la pile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça se fera beaucoup plus vite. Donc là, on va un peu passer, alors j'ai parlé beaucoup, désolé, mais au moins vous comprenez un peu mieux les choses. On va passer à quelques petits exemples. On va travailler dans une fonction main, comme vous pouvez le voir, dans le corps de cette fonction de body, de function body. C'est parti. Donc on va créer une petite, en tout cas initialiser une petite variable. Donc on va l'appeler hello app. Donc un premier exemple de la propriété, ou en tout cas pour que ça nous serve de premier exemple en matière de propriété, on va étudier le scope de quelques petites variables. Et en gros, si je devais traduire ce qu'est un scope, c'est finalement un intervalle, ou plutôt, oui, un intervalle dans lequel un programme, ou plutôt un intervalle ou un... J'ai du mal à trouver un bon nom, peut-être que vous allez trouver, vous pourrez me mettre en commentaire au pire. On va dire que c'est un espace dans lequel un programme va trouver un item valide. Donc, on va dire que l'item en question, c'est la variable s ici. Et cette variable s va être valide effectivement au sein de la fonction main ici.
Donc, je vais continuer de traduire de l'anglais au français. Donc, ici, la variable s fait renvoie en tout cas à ce qu'on appelle le string literal, où la valeur de la chaîne de caractères est codée en dur. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est codée en dur dans le texte de notre programme. La variable est valide du point en tout cas où elle a été déclarée. Donc en l'occurrence elle est déclarée là, donc juste après elle commence à être valide jusqu'à la fin de l'actual scope. Et en l'occurrence l'actual scope c'est le scope de la fonction main. Donc c'est parti. On va considérer qu'ici, et je vais l'écrire comme c'est dans la documentation, S is not valid here. It is not yet. It is not yet declared. Donc elle n'est pas encore déclarée, là elle est déclarée, donc elle commence à être valide, donc elle est valide à partir de ce moment-là. S is now valid. Is valid, plutôt, now is valid from that point. From this point, sorry, forward, on. Ensuite, là, effectivement, il y aura des trucs qu'on va écrire, du stuff, up with S. Et enfin, là, le scope. This scope is now over and S is no longer valid. Donc évidemment, je pense que c'était assez facile à comprendre. En d'autres mots, il y a deux choses, en tout cas deux instants importants ici. Quand S vient dans le scope, donc en l'occurrence c'est ici, j'ai traduit vraiment en mot à mot, hein, when S comes into scope, et le deuxième moment important, c'est quand elle reste valide jusqu'à ce qu'elle sorte du scope. Donc ici, elle sort du scope. Donc, donc si on en parle ici, évidemment, ça n'a plus aucun sens, puisque de toute façon, tout se passe dans des fonctions. Mais ici, elle n'existe pas. Ici, elle n'existe pas. Elle sort du scope, donc elle n'est plus valide. Maintenant, on va parler du string type. Alors, pour illustrer les règles de propriété, on a besoin d'un type de données qui est plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, les types couverts précédemment ont en réalité une taille connue. On se souvient de ce qu'on a déjà vu, hein. Peuvent être donc gardés, conservés dans ou sur la stack et ensuite popped off de stack, donc enlevés de la pile ordonnée quand leur scope est finalement terminé. Et peuvent être rapidement et de manière assez facile copiés pour faire une nouvelle instance indépendante si d'autres parties du code en ont besoin, ou en tout cas ont besoin d'utiliser la même valeur dans d'autres scopes. Mais on veut observer une donnée qui est conservée sur la pile non ordonnée et explorer comment Rust sait quand enlever finalement cette donnée, clean up that data. Et le type string est un bon exemple effectivement pour mieux comprendre les choses. On va se concentrer sur les parties de ce type chaîne de caractères qui sont en tout cas liées à la notion de propriété. Ces aspects vont s'appliquer effectivement à d'autres types de données complexes, qu'ils soient effectivement fournis par la librairie standard ou créés par nous-mêmes. On va effectivement revoir plus tard, hein, effectivement, dans d'autres parties de ce cours, le type chaîne de caractères. Donc, on a déjà vu les string literal. Donc, en l'occurrence, c'est ça, string literal. Je vais appeler ça comme ça pour que vous fassiez pas la différence avec, vous fassiez pardon plutôt la différence avec le type string S majuscule. Donc là, c'est string literal. Hop. Donc, on les a déjà vus.
où effectivement, comme vous pouvez le voir, la valeur est codée en dur dans notre programme. Ça, c'est caractéristique du string literal. Donc ça, dès que vous voyez un truc comme ça, vous savez string literal. Simple. Les string literals are convenient, donc ils sont adaptés, mais ils ne sont pas adaptés à toute situation euh, dans laquelle on aurait besoin d'utiliser du texte. Une de ces raisons est qu'ils sont immutables. Donc, comme vous avez pu voir, hein, immutable. Hein, S égale, j'ai pas mis un truc devant, j'ai pas mis mute. Donc, vous comprenez bien que c'est immutable. Hein. Donc, est-ce que j'ai besoin de l'écrire à nouveau immutable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais l'écrire quand même en guise d'aide-mémoire. Donc, ils sont immutables. Une autre raison pour laquelle ils ne sont pas adaptés à toute situation, c'est que toute valeur chaîne de caractères peut être connue, pardon, c'est plutôt l'inverse. Not every single value can be known. Donc toute chaîne de caractères, valeur en tout cas chaîne de caractères, ne peut pas être connue euh, au moment effectivement où on écrit notre code. Donc hard-coded. Évidemment, par exemple, si on reçoit des informations de la part d'un utilisateur, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas connaître en avance ce que l'utilisateur va mettre comme valeur qui sera assignée à une variable pardon, qu'on aura effectivement déjà programmée. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Par exemple, donc c'est exactement ça qu'ils ont pris comme exemple. Je l'avais même pas lu, mais for example, what if we want to take user input and store it for this situation wrote as a second string type string. Et donc dans cette situation où on attend des informations de la part d'un utilisateur, effectivement, eh bien on va utiliser le type string, mais le type string avec une majuscule. Donc ce ne sera pas des string literal, ce sera autre chose. Donc, c'est parti. Ce type gère des données qui sont allouées en the heap. Donc là, l'allocation dont on parlait précédemment, c'est exactement quelque chose qui est géré par ce type string. Donc ça va être bien. Donc, this type manages data allocated on the heap and as such is able to store an amount of text that is unknown. Donc, et de cette façon, en fait, ça peut gérer effectivement une certaine quantité de texte qui n'est pas connue par nous au moment de la compilation. Donc, c'est plutôt cool. On peut créer une chaîne de caractères avec un grand S, un string. Donc vraiment faire la différence. Moi, je vais parler string literal quand je vais parler des trucs qui sont hard-coded comme ça. Et je vais parler de chaîne de caractères avec un grand S. Ou voire tout simplement de string. Quand je vais parler effectivement de ce type qui permet de gérer de la mémoire on the heap. Donc de faire de l'allocation. From a string literal using the from function. Donc on peut créer un type string avec un grand S depuis un literal string, un string literal, en utilisant from. C'est une fonction particulière, laxo. Donc voilà, donc là vous vous souvenez de ça. On peut effectivement créer à partir de string literal, changer effectivement. Pour moi c'est casté, mais bon, on va voir ça plus tard. On écrit un string, from et hello. Donc là, vous comprenez bien que c'est un string literal et on transforme finalement. Alors là, je fais du shadowing. Hein, vous comprenez bien que c'est la même variable. Enfin non, c'est pas la même variable, pardon. C'est une autre variable mais qui apporte le même nom. Ça shadow ce truc-là, donc ça va nécessairement me mettre un message d'erreur parce que je l'utilise même pas. Donc c'est parti, on va revoir ça. Donc, Rust App 1. Et Cargo. Ah non, on va rentrer encore dans ça. C'est des Cargo 1 et Cargo Run. Et vous allez voir que ça va afficher un message d'erreur. Donc, pourquoi ça affiche? Alors, déjà, c'est parce que j'ai oublié le point virgule. Excusez-moi. Hop, on relance le truc. Cargo Run. Mais ça va afficher aussi. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? String.
Alors, qu'est-ce que ça me dit? Found you or expected one of or pop. Donc, on va dire que, en l'occurrence, bon, alors, on va faire un println. Déjà, on va l'utiliser pour voir si ça met toujours un message d'erreur. Hop. Hop. Et j'ai pas besoin de ça. Hop. Et là, tu vas me faire un println. Hop. Et voilà. Déjà, on va voir si ça va mettre quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Expected one of... Ah, pardon. La macro, je ne l'avais pas mise. Alors là, ça me met toujours un truc qui va pas. Ah, voilà. Je ne savais pas ce que... Désolé, c'était pas supposé être là. Donc là, c'est en train de faire son job. Donc déjà, c'est bon signe qu'il n'y ait plus de message d'erreur. Ça build. Hop. Donc tout fonctionne bien. Alors le truc, c'est que là, on va pas l'utiliser. Donc ça va normalement afficher un message d'erreur. Parce que là, on l'utilise, mais là, on l'utilise pas. Donc en gros, pour le programme Rust, elle sert à rien. Donc on va checker ça tout de suite. Effectivement, every this is in the prefix, it is with underscore, hop. Donc elle n'est pas utilisée, ça crée un message d'erreur. Comme vous pouvez le voir, unused variable s. OK. If this is an intentional prefix, it with an underscore s, etc. Donc pour effectivement changer le... On s'en fiche. Donc comme vous avez vu, on peut utiliser en l'occurrence un string literals, qui est le cas de ça, et d'une certaine façon le transformer en type string. Donc on continue un peu la lecture de la documentation par rapport à ça. Alors, une fois que c'est fait, le double colon, donc les deux points, hein, le double column operator, l'opérateur de points, nous permet d'une certaine manière de namespace cette particulière fonction from sous le type string plutôt que d'utiliser d'une certaine façon une sorte de nom comme string underscore from. Donc on s'en fiche, en gros ça c'est du blabla. On va discuter effectivement de la syntaxe plus en détail plus tard. Alors ce genre de chaîne peut être muté. Donc là, ce genre de chaîne, donc hop, peut être muté, c'est-à-dire que si on écrit let mute s, c'est parfait. C'est-à-dire que là, c'est parti, on va le faire. On va rendre ça mutable. Donc mute, let mute s égale string column from hello. C'est parti. Alors, en l'occurrence, on va changer un peu des petits trucs. On va faire s, on va utiliser une autre méthode, push string, et on va effectivement ajouter quelque chose comme dans la documentation, donc une virgule, un espace world. En l'occurrence, on n'a pas besoin de l'espace. Donc on va juste mettre hello world, ça me paraît un peu plus intéressant. Et c'est parti, cargo run. Alors bon, évidemment, ça on n'en a plus besoin. Je vais mettre ça hop, en commentaire pour pas que ça nous affiche un message d'erreur. Hello world, comme vous avez pu voir, on a rendu ça mutable. Donc c'est une possibilité, hein, donc ils insistent vraiment sur cette idée. This kind of string can be mutated. Donc ça veut dire qu'on peut très bien rendre ça immutable, hein, enfin ou laisser ça immutable. On l'a rendu mutable. C'est fait. Donc il pose la question, quelle est la différence ici quand, pourquoi pourquoi en réalité le type string avec un grand S peut être mutable alors que les literals ne peuvent pas? La différence en réalité réside dans la manière
dont ces types en tout cas sont gérés ou par laquelle en tout cas ces types sont gérés en mémoire. Donc memory and allocation, donc mémoire et allocation. Dans le cas du literal string, du string literal, pardon, nous connaissons en tout cas le contenu au moment de la compilation. Donc si on retourne ici, on connaît le contenu effectivement du string literal au moment de la compilation, on connaît le nombre de caractères, etc., etc. On connaît un tas de choses. Donc on connaît déjà le contenu. Donc évidemment, quand on connaît le contenu, c'est géré par la stack. Hein. Ça c'est aussi simple que ça. Donc on va continuer de lire. On connaît ça puisque effectivement le texte est codé en dur directement dans l'exécutable final. C'est pourquoi les string literals sont plus rapides et plus efficaces. Mais ces propriétés viennent seulement de l'immutabilité, donc du caractère immutable ou inchangeable des string literals. Malheureusement, on ne peut pas mettre a blob of memory dans du binaire pour chaque morceau effectivement du texte en tout cas dont la taille n'est pas connue au moment de la compilation et dont la taille peut changer effectivement au moment de l'exécution du programme. Euh, Avec effectivement le type string avec un grand S, afin de gérer effectivement des morceaux de texte qui peuvent croître et muter, on a besoin d'allouer un certain montant, on va dire, d'espace on the heap, donc sur la pile non ordonnée, inconnu au moment de la compilation, pour effectivement conserver le contenu. Ce qui signifie que la mémoire doit être requise au moment effectivement de l'exécution du programme par l'allocateur de mémoire. Donc ils ont traduit ça en anglais, enfin en anglais c'est écrit The memory must be requested from the memory allocator at runtime. Et on a besoin, donc deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'un moyen de retourner cette mémoire à l'allocateur quand on a terminé avec effectivement ce type chaîne de caractères avec un grand test. Donc, when we're done with our string. Donc, euh, en fait, la première partie est finalement faite pour nous. Donc, the memory must be requested from memory allocator at runtime. Donc, ça, c'est déjà fait pour nous dès le moment où on utilise string column from. Donc, ça, c'est l'action de requérir de la mémoire via l'allocateur de mémoire au moment de la compilation, elle est faite juste par cette syntaxe-là pour nous. Donc on n'a rien à faire d'autre que écrire ça de cette façon. Donc ça c'est déjà fait. L'implémentation requiert la mémoire dont on a besoin ou dont elle a besoin. En fait c'est plutôt universel au langage de programmation. Donc pourtant, et cependant plutôt, la seconde partie est différente. Dans les langages qui ont un collecteur d'ordures, donc garbage collector, GC, le GC finalement garde la trace et nettoie la mémoire qui n'est pas utilisée, qui n'est plus utilisée, et donc on n'a pas besoin d'y penser. Donc on n'a pas besoin de penser à ça, on n'a pas besoin d'appeler une fonction qui va nettoyer les choses. Il y a un garbage collector qui est fait pour ça, donc un vide ordure ou voilà, on va un collecteur d'ordures qui gère ça pour nous. Mais évidemment, vous comprendrez bien que c'est pas le cas avec Rust. Dans la plupart effectivement des langages avec un garbage collector, euh, c'est effectivement notre responsabilité d'identifier quand la mémoire n'est plus utilisée et pardon, j'ai inversement. Dans la plupart des langages qui n'ont pas effectivement un collecteur d'ordures, garbage collector, c'est justement notre responsabilité d'identifier quand la mémoire n'est plus utilisée et, euh, et justement appeler un code spécifique pour la libérer euh,
comme on le fait effectivement pour requérir effectivement un espace mémoire, avec string dot dot column column from, en l'occurrence ici. Donc nous, on a tout à faire d'une certaine façon. Et faire ça de manière correcte, historiquement, ça a toujours représenté un problème de programmation assez difficile. Si on oublie, on va gaspiller de la mémoire. Si on le fait trop tôt, on va avoir une variable qui est invalide, puisque si on enlève la mémoire qui est allouée à une variable qui, par exemple, contient un type string avec un grand S, avant même que effectivement elle ait rempli son office ou rempli son utilité dans notre programme, il y aura un petit problème. La variable effectivement sera invalide, elle aura plus de valeur, en tout cas la valeur qu'on aura voulu lui assigner à un certain moment. Imaginez que l'utilisateur mette son nom, mais que avant que son nom soit utilisé, l'espace mémoire qui est alloué à cette variable qui contient son nom est supprimé. Évidemment, vous comprendrez que ça n'a aucune sorte d'intérêt. Et ça va faire sans doute bugger ou ça va donner un résultat qui n'est pas celui que l'on souhaite à notre programme. Si on fait ça deux fois, ça va effectivement aussi faire bugger le programme. Si on supprime deux fois, si on supprime effectivement deux fois de la mémoire, on va dire une valeur qui est contenue dessus, en fait, ça va être un peu bizarre puisque on va aller à une adresse, le pointeur va pointer à une adresse, on va aller à une adresse supprimée, mais on va effectivement revenir à cette adresse pour le supprimer de deux envois, sauf qu'à cette adresse, il n'y aura plus rien. Donc ça va faire bugger le programme. Donc il faut, d'une certaine manière, associer exactement une allocation avec une libération de mémoire. C'est un peu ça que ça nous dit. Ensuite, on continue. Rust prend un chemin différent. La mémoire est automatiquement retournée une fois que la variable qui la possède sort du scope. Donc on comprend bien que là, directement, la mémoire qui est allouée à cette donnée, en tout cas la donnée qui sera reçue par cette variable, sera directement retournée au moment du out of scope. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous aussi. Ça, c'est vraiment cool. Donc on a effectivement cet exemple, donc je vais le noter. Ensuite, on va arrêter la vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue et on va reprendre. S is valid from this point forward. On connaît from this point forward. On do stuff with S. Do stuff with S. Et this scope is now over and S is no longer valid. Et S is no longer valid, ça on a bien compris. Et en fait, il y a un moment naturel où on peut retourner la mémoire dont effectivement notre string a besoin à l'allocateur. En fait, c'est quand S sort du scope. Donc ici, free memory. Ou give memory back to the allocator. Give the memory space back to the allocator. C'est assez simple. Donc on va arrêter la vidéo sur ça et on continue juste après.